Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé lundi dernier à Tafiré dans la région du Yambol au lancement des travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable de cette ville et des localités environnantes à partir du fleuve Badabon. La ville de Mont est confrontée à des sérieux problèmes d'évacuation des eaux de ruissellement pendant la saison des pluies. La situation s'empire. La mairie sollicite l'aide de l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD. Hors de la Côte d'Ivoire, 17 soldats maliens ont péri hier mardi dans l'attaque de leur base au centre du Mali à Nampala, ville de la région de Ségou, à plus de 500 km de Bamako, la capitale malienne. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs questions sont débattues, entre autres les manifestations à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ici même à Abidjan, les factures d'électricité incomprises qui ont provoqué des manifestations et le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé lundi dernier à Tafiré, dans la région du Yambol, au lancement des travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable de cette ville et des localités environnantes à partir du fleuve Badabon. Ces travaux vont mettre fin à plus d'une décennie de déficit en eau potable dans la zone. Abdoul Kader Segodogo, RTI Boaké. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, avec à ses côtés le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République et les ministres Patrick Hachi et Jean-Louis Billon, accueillis dans l'effervescence à Tafiré. Venus de toute la région, ces populations n'ont pas voulu se faire compter ce jour nouveau qui se lève pour elles. Après plus d'une décennie de difficultés d'accès à l'eau potable, le bout du tunnel se dresse à l'horizon. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, peut mieux que quiconque présenter le tableau. La particularité de Tafiré, c'est que c'est la ville pour laquelle le déficit est le plus élevé de toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le déficit dans cette ville est de 95%. L'eau de la ville proviendra donc du fleuve et cette eau-là, plus aucune coupure ne surviendra liée à une absence de ressources en eau dans la ville. Cet important projet qui va coûter plus de 8,532 milliards de francs CFA voit encore les bailleurs de fonds renouveler leur confiance à la Côte d'Ivoire. Ils vont supporter 73,9% du budget. La production d'eau potable à Tafiré va passer de 72 mètres cubes par jour à 1372 mètres cubes par jour le 30 mars 2017, date de l'ouverture des vannes. Dès lors, marquer sa reconnaissance pour autant d'efforts devient un devoir pour les populations. Nous avions soif, soif de parole, mais aussi soif d'eau. Mais à la vue de ce parterre de personnalités qui vous entourent, vous pouvez voir que les sourires sont radieux. Votre présence nous redonne tout simplement goût à la vie. Prenant la parole, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tout en remerciant les populations, a renouvelé l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de rendre l'eau accessible à tous. Face à ces difficultés et sur les hautes instructions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions appropriées. Dans quelques mois, l'eau viendra à vous, dans vos robinets, sans que vous ayez à faire de longues distances, comme c'est le cas maintenant. Les travaux lancés, une bonne nouvelle ne venant pas seule, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a annoncé le début pour très bientôt des travaux de réhabilitation de l'axe Boaké-Kanawolo-Fekese-Dougou. Des travaux qui coûteront plus de 80 milliards de francs CFA.
Évalué à 1000 milliards de francs CFA au début des travaux, les dernières études sur la restauration de la baie de Cocody portent le projet à 300 milliards de francs CFA de plus. Hier mardi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé une table ronde des bailleurs de fonds en vue d'obtenir ce financement additif. Et c'est la Banque arabe pour le développement de l'Afrique qui a accepté de couvrir à 100% le besoin de financement. Alexis Ouedraogo. C'était inattendu. Les bailleurs de fonds ont manifesté un grand intérêt pour intervenir dans le financement de ce projet et pour s'entendre sur le principe du bouclage du financement à 100% de ses composantes. 7 heures de travaux et un huis clos plus tard, voilà les 300 milliards de francs CFA nécessaires à l'avancée des travaux de la baie de Cocody. Quand vous avez un projet ficelé, étudié, bien sûr, on ne peut que se féliciter aujourd'hui de voir les bailleurs de fonds des pays arabes financer entièrement ce projet. Visage hideux, odeur suffocante, la baie de Cocody a nargué ces dernières années plusieurs projets de restauration. Pas question donc, cette fois pour le gouvernement, de battre en brèche. Pour nous, on peut donc travailler de façon sereine en sachant que dans les 3 ans qui viennent, on sera capable de respecter les engagements du président de la République, à savoir finir ces travaux-là pour donner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle mérite, une perle et lagune qui fera d'elle à nouveau la capitale de toute l'Afrique. Il faut remonter le temps en 1950 pour comprendre le problème de la baie. C'est à cette période que le canal de Vridi est ouvert pour relier le port d'Abidjan au golfe de Guinée. Les travaux occasionnent le ralentissement de la lagune abidjanaise, puis la stagnation des eaux. Avec l'importante urbanisation ces dernières années, la baie se retrouve recouverte de déchets. Aujourd'hui, nous devons finaliser, parachever donc, la vision du gouvernement de faire en sorte que, à travers ces projets durables, nous soyons de façon indéfinie, à l'abri de ces inondations et de toutes ces gènes de déchets solides qui viennent justement pour quelque part ternir l'image de notre capitale. Évalué à 100 milliards de francs CFA en début de travaux, les dernières études sur la restauration de la baie portent le projet à 300 milliards de francs CFA. Le projet est parti d'abord avec 100 milliards parce que c'était d'abord vu au niveau de l'Indénié, mais nous avons tout de suite réévalué parce qu'il faut y inclure la dépollution donc qui part depuis l'embouchure à Grand Bassam, Petit Bassam, Koumassi, jusqu'au carrefour de l'Indénié, en remontant jusqu'à Bobo. D'ici 2019, date de livraison prévue du projet, le carrefour de l'Indénié, réputé pour ses inondations, devrait être transformé. Un viaduc reliant le quartier de Cocody à l'autre rive côté plateau sera également construit. Avec lui, des barrages, un port de plaisance, des espaces de loisirs et autres installations commerciales. Et c'est un reportage d'Alexis Ouedraogo, deuxième grand titre de cette édition. La ville de Mont est confrontée à des sérieux problèmes d'évacuation des eaux de ruissellement pendant la saison des pluies, en particulier le quartier Thérèse de Mont. La mairie sollicite l'aide de l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD. F. Boué. Mois de juillet à Mans égale grande saison des pluies. Et cette nuit, il est 23 heures passées. Il pleut des cordes sur la cité des 18 montagnes. Peu de temps après, quelque part au quartier Thérèse, il est minuit passé. La pluie a baissé d'intensité. Mais pas de sommeil pour Fondio, un résident de ce quartier. Depuis le début de la pluie, il est affairé. Quand il pleut comme ça, on ne dort pas la nuit. S'il pleut soit à 20 heures, jusqu'à plus tard, au petit matin, nous sommes encore au dehors. Et si on ne bouge pas le tuyau là, l'eau rentre. Nous laissons Fondio encore aux prises avec l'eau et notre chemin croise celui d'Emile, un opérateur économique qui rentre du boulot. Il a de sérieux soucis pour accéder à l'entrée de sa demeure envahie par les eaux de ruissellement. Le lendemain matin, après une petite pluie, nous retournons au quartier Thérèse. Les rues sont complètement inondées. Nous sommes obligés de mettre les pieds dans l'eau pour aller à la rencontre des résidents, parmi lesquels nous retrouvons notre ami d'hier nuit Fondio, toujours aux prises avec l'eau. Et oui, les habitants de ce quartier sont exaspérés par ce désagrément qui perdure au fil des saisons pluvieuses. On ne sait pas comment on va faire pour quitter dans l'eau. Il y a longtemps, même où je suis arrêtée là, en bas de mon pied, là, tout est devenu plein à cause de l'eau. L'eau rentre. D'abord, ça déborde au dehors,
ça dépasse l'escalier, ça rentre sur nous. De là, ça rentre dans la maison. On a oublié de prendre les bébés, mettre au dos, puis monter sur les tables. Beaucoup de locataires et de propriétaires ont fini par céder la place à l'eau qui semble avoir gagné la bataille. Caniveau complètement chaos, maisons abandonnées, effets personnels abîmés et parfois des drames selon des témoignages des riverains. Une année même, une petite fille à l'âge de 8 ans, l'eau a pris dans le caniveau. C'est à 16h on a trouvé son corps depuis matin bonheur. Une situation que tente d'expliquer les services techniques de la mairie de Mans. Les ouvrages de drainage sont vétustes et cela est lié à la voirie qui est vraiment dégradée. Et quand il pleut, réellement, l'eau charrie tout ce qui est gravat, l'eau charrie tout ce qui est sable. Et quartier 13 est un quartier qui est construit vraiment dans le bas-fond. Et ce quartier se présente un peu comme l'exutoire. Ajoutez à cela le manque de civisme de la population riveraine. Des constructions sont érigées sur le principal canal d'évacuation et c'est un dépotoir à ciel ouvert pour commerçants et riverains. Les services techniques débordés tentent tant bien que mal de venir à bout. Ils sollicitent l'aide de l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD. En attendant donc les travaux d'écoute de l'ONAD, les résidents quant à eux vont de diverses manières pour contrer les eaux de ruissellement. On érige des barricades de fortune. On se transforme parfois en architecte en supprimant des portes ou fenêtres ou en élevant des petits murs. Bientôt de nouveaux locaux pour l'antenne régionale de l'association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF de Mans. Cette organisation non gouvernementale d'utilité publique va pouvoir jouer pleinement son rôle en matière de santé sexuelle et de santé de la reproduction. Et nous allons rester avec F. Boué. Une pancarte qui sûrement en dit long sur l'état des lieux de la clinique de l'association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF de Mans. Située au quartier commerce dans les locaux d'une ONG, la clinique AIBF de Mans présente un visage peu reluisant. Notre clinique n'est pas adaptée. On n'a pas un site propre à nous. On loue les locaux avec le centre d'excellence des femmes à Mans. Le local est petit et ça devient un peu compliqué pour nous. Ça fait qu'on n'arrive pas à donner les prestations en fonction de nos qualités, de nos connaissances. Et ça constitue beaucoup. Des préoccupations qui ont été au cœur des débats au cours de la 35e Assemblée générale ordinaire de l'AIBF, tenue récemment dans la capitale de la région du Tonkpi. Peut-être une lueur d'espoir. On a obtenu un grand terrain, une surface pour construire. Récemment, les architectes étaient sur le terrain pour voir la faisabilité. Et avec l'AFD et l'État du Côte d'Ivoire, nous savons que l'AIBF va bénéficier de cette clinique-là très bientôt. En attendant donc la construction de cette clinique régionale, l'AIBF continue de jouer son rôle d'ONG d'utilité publique, à savoir contribuer à la réduction de la pauvreté par la promotion de la santé en matière de sexualité et de reproduction. Et, selon les responsables et les acteurs de l'AIBF de Mans, depuis la reprise des activités dans la région, le taux de planification familiale est passé de 3% en 2012 à aujourd'hui 13%. Tout à fait autre chose. À présent, les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle s'étaient réunis à Bamako, au Mali. Il y a de cela quelques jours, il a été question d'emploi, d'insécurité, de radicalisme religieux, de migrations irrégulières. Connu par Gassoro. La mise en œuvre de la plateforme sous-régionale de mutualisation des ressources de formation. La réalisation de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un fonds emploi jeune avant décembre 2016. L'exploration des possibilités d'appui aux initiatives communautaires par l'Union européenne. Le partage de l'étude sur l'enregistrement technique et la formation professionnelle menée en 2010 par l'UEMOA à l'ensemble des pays pour exploitation. Ce sont entre autres propositions et recommandations sur la question de l'emploi et de la formation professionnelle faites au cours de la 7e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA tenue à Bamako au Mali. Une rencontre à laquelle le ministre ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse, de l'emploi, des jeunes et du service civique, Sidi Touré, et celui de l'emploi et de la protection sociale, Moussa Dosso, ont pris part. Les ministres ont adopté à l'issue des échanges des experts le rapport de la rencontre ainsi que les axes stratégiques pour l'élaboration d'un programme d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes en vue de lutter contre l'insécurité dans l'espace UEMOA.
Ils ont à cette occasion salué les efforts de la Côte d'Ivoire qui reverse entièrement ses taxes au fonds de formation de l'UEMOA avant de lui confier la création du Fonds Emploi Jeunes de l'espace vu son expérience en la matière à travers l'agence Emploi Jeunes. Le Conseil national de la publicité Côte d'Ivoire Norme, CODINORM, organise un atelier de formation des acteurs de la publicité. L'objectif est de les inviter à prendre toutes les dispositions avant de faire la publicité d'un produit érigoré. Les professionnels de la publicité sensibilisés sur l'importance de la certification des produits avant toute publicité. Cette certification délivrée par CODINORM garantit la sécurité du consommateur. Les attestations de conformité que nous donnons sont des facteurs bloquants. Les entreprises sont évidemment invitées à attester la conformité de leurs produits, bien sûr, dans l'intérêt du consommateur, justement pour que la publicité puisse se faire, pour pas qu'elle soit mensongère et qu'on puisse faire de la publicité de produits qui soient dangereux pour les opérateurs économiques. La disposition est en vigueur depuis 1988. Mais elle n'est pas respectée par certaines agences de publicité. C'est pourquoi le CSP et CODINORM ont instruit les acteurs sur l'importance de cette certification qui a pour but de préserver la santé du consommateur. Pour les participants, cette rencontre était plus que nécessaire. Quand un client vient avec un dentifrice pour nous dire que ça combat les caries dentaires et que maintenant on apprend véritablement avec les experts que ce produit encourage, favorise la carie dentaire, ben nous on est dans le faux, mais on ne savait pas qu'on était dans le faux. Là je pense maintenant qu'on va voir avec eux comment est-ce qu'on pourrait avoir la liste de tous les produits normalisés en Côte d'Ivoire, la liste de toutes les marques normalisées en Côte d'Ivoire, et puis voir déjà si c'est déjà possible de voir si un client vient nous voir qui n'est pas normalisé, est-ce que nous on peut faire la démarche contre ça. Les professionnels de la publicité pourront consulter la liste des produits ou entreprises certifiées par le site www.produits certifiés CODINORM Côte d'Ivoire. La cérémonie d'investiture du nouveau conseil de gestion de la Maison de la Presse a eu lieu au siège de la dite structure dans la commune du Plateau Boga. Sivori, journaliste au quotidien Notre Voix, a été nommé président du conseil de gestion de la Maison de la Presse. Lui et les 13 membres de son bureau ont été investis. C'était en présence de notre reporter Patricia Oumouetia. 13 membres du conseil de gestion de la Maison de la Presse investis. Ils ont la lourde tâche de diriger cette prestigieuse entité de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Conscient de cette responsabilité, le premier responsable du comité a formulé des doléances. Le moment est venu pour que l'État de Côte d'Ivoire jette un regard sur cette maison. Comment elle vit, comment elle fonctionne. Nous avons du personnel à payer. Nous avons ici un médecin, nous avons une bibliothèque, nous avons un restaurant, nous avons des salles de conférence. Vous voyez qu'on a des difficultés. Nous pensons que cette institution mérite que l'État lui octroie une subvention. Un engagement partagé par cette équipe, prête à relever le défi. Comme nous sommes dans un cercle de propositions, dans un cercle d'idées, c'est clair que nous allons faire beaucoup de propositions et être aussi des acteurs de la réalisation des projets que nous allons nous donner nous-mêmes. Nous sommes dans ce conseil au nom de tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Nous travaillons pour embellir la Maison de la Presse. Je ferai le travail qu'on m'a confié avec dévotion, avec engouement et avec détermination. Une cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence des représentants des ministres de la Communication et celui de l'Emploi et de la Protection sociale et du représentant du directeur général de la RTI. Encouragé et félicité, le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, a rappelé que conformément aux résolutions du 9e congrès, il était temps de procéder au renouvellement des instances de sa structure, d'où cette cérémonie d'investiture du nouveau conseil de gestion de la Maison de la Presse d'Abidjan. Le 1er mai dernier, lors de la fête du travail, le président de la République, Alassane Ouattara, a invité les transporteurs routiers à baisser le coût des trajets. Après des séances de travail entre les acteurs du transport, il a été décidé de la baisse des coûts de 50 francs CFA pour le transport urbain, également une baisse de 500 francs à 1500 francs
CFA pour le transport interurbain selon les trajets. Ces informations ont été communiquées au cours d'un point presse animé hier mardi, ici même à Abidjan, par le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, Diaby Ibrahim, que nous allons écouter maintenant. Vous allez constater dans quelques semaines qu'au niveau du transport urbain, dans le district d'Abidjan, les tarifs vont baisser de 50 francs sur les trajets. Au niveau du transport interurbain, la moyenne, nous sommes entre 1000, 1500 et 500 francs de baisse qu'on va constater sur un certain nombre de lignes. Ces mesures qui ont été prises de façon collégiale parce qu'elle a impliqué toutes les forces vives du secteur du transport routier. Et les résultats qui sont sortis sont les résultats qui tiennent compte aussi des difficultés et des populations et des difficultés des entreprises de transport routier. Comme toujours, le secteur du transport routier apporte son appui, apporte son soutien à l'économie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit encore une énième fois de faire en sorte que notre économie puisse se porter mieux et que les populations puissent se porter mieux parce que les transporteurs auront apporté leur part de gâteau à la constitution de l'édifice ivoirien. Hier, mardi, les populations ont manifesté à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, avec colère, très grande colère, il faut le dire, à la compagnie ivoirienne d'électricité de la localité en cause de la hausse du coût des factures d'électricité et de paiement de double facture en très peu de temps. Les populations ne comprenant pas ces factures augmentées données en peu de temps ont donc manifesté. Après l'expression de leur mécontentement, la direction de la CIE ici à Abidjan a réagi. Après l'annulation de l'ajustement tarifaire qui est intervenu le 1er mai 2016, nous avons été instruits pour procéder au remboursement du trop perçu. Et c'est une opération lourde que la CIE, appuyée par le ministère du Pétrole et de l'Énergie, a menée avec toute la transparence qu'il faut. Je précise qu'il y a un cabinet international qui a audité ces opérations de remboursement avant que nous puissions les mettre en œuvre. Alors, lorsque nous avons fini cette opération de remboursement, il fallait immédiatement s'attaquer à la facturation des consommations qui ont été bloquées depuis le mois de mars 2016. C'est ainsi que la facturation qui devait sortir en mai est sortie donc à partir du 23 juin que nous avons distribué. Et la date limite de paiement était le 12 et le 14 juillet 2016. Après cette facturation qui a été presque entièrement payée par les clients concernés, nous avons entamé la facturation normale du mois de juillet 2016. Les factures ont été éditées le 15 juillet. Nous avons distribué donc aux clients concernés, mais avec vos dates limites le 2 et le 4 août 2016. Mais compte tenu du fait que ces deux factures sont rapprochées, la direction générale elle-même a décidé de faire un communiqué pour informer toute notre clientèle que les dates limites qui étaient fixées initialement le 4 août sont reportées au 9 et au 11 août. Ce communiqué est passé le lundi 18 juillet 2016. C'est le lieu donc de rappeler que la compagnie ivoirienne d'électricité est au service de la population. Nous avons besoin que la population soit sereine pour que nos collaborateurs, qui sont eux aussi des Ivoiriens, puissent travailler dans le calme pour les servir. Nous recevons maintenant M. Marius Komoué, président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, qui a une information à donner. C'est exact. Merci de nous donner la parole. On voudrait d'abord, avant tout propos, remercier le gouvernement. Et donc, sur ce, je m'en vais donc lire cette déclaration qui suit. Face à la situation de mécontentement généralisé qui prévaut en ce moment sur l'ensemble du territoire national au sujet du remboursement du trop perçu par la CIE et la distribution de deux factures en une seule, la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire a lancé un mot d'ordre de sitting devant toutes les agences de la CIE pour ce jeudi 21 juillet 2016. Mais avant, des manifestations ont été enregistrées, déjà même enregistrées, sur différentes localités du pays, notamment à Yamoussoukro et à Daloa, où des dégâts ont été enregistrés également. Après avoir échangé
avec la direction générale de la CUE ce matin, et sous la direction du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, nous lançons un appel au calme à l'ensemble des populations sans distinction. Des discussions sont en cours et des décisions seront très rapidement annoncées par le gouvernement et par la direction générale de la CUE à l'effet d'apporter des solutions idoines aux préoccupations exprimées par les Ivoiriens. Je vous remercie. Voilà, nous recevions M. Marius Komoué, président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Il est intervenu face à la situation qui prévaut face à la CIE. M. Marius Komoué, merci. Merci d'être intervenu et RTI 1 va certainement vous accompagner. Je vous en prie. Merci encore. Merci beaucoup. Lancement de l'opération d'identification de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire et installation du président départemental de la FENOGERPSI, un processus qui permettra de connaître la situation générale des jeunes ruraux afin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est avec Kwadjo Kwame et Jean de Dieu Daniel du RTI Boaké. L'investiture du président départemental de Danané et des présidents des sous-préfectures des villages rattachés constitue le démarrage de la phase pilote de l'opération d'identification de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire, FENOP-GERSI. Cérémonie placée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale. Pour Oulaï Michel, tous les présidents investis se doivent d'être disponibles à aider au développement de la région et à mieux communiquer sur les différents programmes de la FENOP-GERSI. Je voulais dire à mes parents, tout simplement que ce ne sont pas des rêves. Tout ce que vous avez entendu, c'est des acquis. Il reste la mise en œuvre. Accompagner, chers chefs, accompagner les enfants. Dites à ceux qui sont dans les villages qui ne sont pas encore réveillés de se réveiller. Les présidents des jeunes, on a trop vu. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a organisé pour que nous puissions apporter une solution aux problèmes des jeunes. Et dans leur élan d'appui, toutes les autorités ont soutenu que cette opération d'identification permettra de connaître la situation générale des jeunes ruraux en vue de leur apporter la direction et le soutien nécessaire pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les jeunes ainsi identifiés bénéficieront d'un fonds de garantie, d'une microfinance, d'un centre de collecte d'achat, d'une unité de transformation. Les structures du monde paysan mobiliseront les techniques au service du monde rural. Sont déjà investis les présidents départementaux de Guitry et de Zenoula. La ville de Daloa vient d'abriter la célébration de la journée de la paix et de la cohésion sociale. C'est la 3e du genre organisée par la Fédération des associations des femmes de cette localité. Thérèse Tapeyoboué. Apporter sa contribution à l'appel à la réconciliation et à la cohésion sociale lancé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, tel est l'objectif visé par la Fédération des associations des femmes de Daloa par l'organisation de cette journée de la paix. Une journée qui a vu la participation des autorités politiques, administratives et traditionnelles. Pour le représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, cette cérémonie est la preuve de la communion parfaite qui existe entre les femmes de la région. Et cette journée de la paix, qui est à sa 3e édition, est pour la Fédération des associations des femmes de Daloa la preuve de la réconciliation et de la concorde. Il y a eu un moment où il y a eu la division. Nous voulons que nos sœurs, nos frères, les cadres du département de Daloa se mettent ensemble pour parler d'une seule voix. Parce que lorsqu'il y a l'union dans un département, il y a l'entente. Il n'y a pas de déchirure. Nous, c'est notre modeste contribution à aider le président de la République pour la cohésion et l'union des enfants de la Côte d'Ivoire. Un hommage a été rendu à toutes les femmes qui œuvrent inlassablement pour la paix en Côte d'Ivoire. Quant aux représentants de la mairie, il a saisi l'occasion pour sensibiliser les femmes sur l'opération des audiences foraines en cours.
Or, justement, de la Côte d'Ivoire, 17 soldats maliens ont péri hier mardi dans l'attaque de leur base au centre du pays, à Nampala, ville de la région de Ségou, à plus de 500 km de Bamako, la capitale. Le gouvernement malien dénonce une opération terroriste coordonnée revendiquée par deux groupes armés, un Peul et un djihadiste. Par ailleurs, le gouvernement malien promet une réponse appropriée à cette attaque. L'Assemblée nationale française a approuvé hier la prolongation de 6 mois de l'état d'urgence en vigueur en France après l'attentat qui a fait 84 morts à Nice. L'article du projet de loi de prolongation de l'état d'urgence portant sa durée à 6 mois, soit jusqu'à janvier 2017, a été adopté à main levée par les députés. Le texte doit ensuite passer au Sénat où il est débattu ce mercredi même. Le milliardaire américain Donald Trump a été officiellement désigné hier mardi à Cleveland par le Parti républicain comme son candidat à la Maison-Blanche pour l'élection de novembre prochain aux États-Unis d'Amérique. Conformément aux résultats des primaires, l'homme d'affaires de 70 ans a recueilli le soutien de la majorité, soit 1237 délégués, cap à franchir pour emporter l'investiture. Il acceptera formellement sa nomination demain jeudi soir en clôture de la convention républicaine avant de repartir en campagne pour espérer l'emporter le 8 novembre prochain face à la démocrate Hillary Clinton et succéder à Barack Obama. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.